Chapitre 1. Le silence est une arme. Il y a quelque chose que personne ne t'a dit. Quelque chose que les plus grands, les bâtisseurs d'empires, les esprits silencieux qui ont changé le monde, ont compris très tôt. Quelque chose qui ressemble à rien, mais qui est en réalité tout. Et je vais t'en parler maintenant. Mais d'abord, laisse-moi te poser une image dans l'esprit. Tu as peut-être déjà vu ce type, celui qui ne parle pas beaucoup en réunion, celui qui ne poste pas tous les jours, celui qui ne te tient pas informé de ses projets, de ses ambitions, de ce qu'il construit. Et quelques années plus tard, tu entends son nom. Il a signé un contrat, il a lancé une entreprise, il a changé de vie sans prévenir personne. Tu te demandes quand est-ce que tout ça s'est passé. La réponse est simple, ça s'est passé pendant que tu regardais. Ce livre parle de ça, d'une discipline que peu de gens maîtrisent vraiment parce qu'elle demande quelque chose que notre époque déteste, la patience silencieuse. Il y a une vérité que tu vas découvrir au fil de ces chapitres, une vérité que je vais t'effleurer maintenant, mais que tu ne comprendras pleinement qu'à la fin. Cette vérité, c'est que ton attention est la ressource la plus précieuse que tu possèdes, et la plupart des gens la donnent gratuitement, chaque jour, à tout le monde, sauf à eux-mêmes. Voilà le paradoxe de notre génération. On a plus d'outils que jamais pour réussir, plus d'accès à l'information, plus de ressources, plus de modèles de réussite visibles. Et pourtant, la majorité des jeunes ambitieux stagnent, pas par manque de talent, pas par manque de motivation, mais parce qu'ils dispersent leur énergie dans toutes les directions, sauf une, la leur. Laisse-moi te parler de Marc. Marc avait 24 ans, un projet clair, une vraie vision. Chaque semaine, il partageait ses avancées sur les réseaux. Il cherchait des validations, des retours, des encouragements. Les gens aimaient, commentaient, l'applaudissaient, et Marc se sentait bien. Mais son projet n'avançait pas vraiment. Parce que chaque fois qu'il postait, il s'exposait au regard des autres, et le regard des autres, ça façonne. Inconsciemment, il commençait à construire pour plaire, pas pour bâtir. Il s'était mis à travailler pour le public, pas pour lui-même. 1 an plus tard, il avait 3000 abonnés, et 0 résultat concret. Ce n'est pas une critique de Marc, c'est une réalité que beaucoup vivent sans le nommer. Le besoin de validation est humain, mais il a un coût. Et ce coût, c'est ton énergie créatrice, ta clarté mentale, ta capacité à te concentrer sur ce qui compte vraiment. Se concentrer sur soi-même ne veut pas dire s'isoler du monde. Ça ne veut pas dire devenir froid, arrogant ou indifférent aux autres. Ça veut dire choisir délibérément où va ton attention. Chaque matin, tu te réveilles avec une quantité d'énergie mentale, limitée, précieuse. Et la question n'est pas de savoir si tu vas la dépenser. Tu vas forcément la dépenser. La question, c'est sur quoi? Pense à un feu. Si tu disperses les braises sur 10 mètres carrés, tu auras de la chaleur partout, mais pas assez pour cuire quoi que ce soit. Mais si tu concentres ce même feu sur un seul point, tu peux fondre de l'acier. Ton énergie fonctionne exactement comme ça. La dispersion te donne l'illusion de l'activité. La concentration te donne des résultats réels. Travailler dur en silence, c'est l'art de concentrer ses braises. C'est décider que tes résultats parleront à ta place, que tu n'as pas besoin d'annoncer ce que tu construis pour que ça existe, que la valeur de ton travail ne dépend pas du nombre de personnes qui le voient en train de se faire. Il y a une psychologie profonde derrière tout ça. Quand tu parles trop tôt de tes objectifs, ton cerveau reçoit une dose de dopamine, la même molécule que quand tu accomplis vraiment quelque chose. Tu as parlé de ton projet, les gens ont réagi positivement et ton cerveau a enregistré « objectif atteint ». Mais objectif atteint en quoi? En mots, pas en actes. C'est pour ça que beaucoup de gens qui parlent le plus de leurs rêves sont aussi ceux qui les réalisent le moins. Le silence protège ton élan. Il garde ton énergie intacte. Il t'isole du bruit des opinions, des doutes des autres, des comparaisons inutiles. Et surtout, il te force à aller chercher ta validation là où elle doit être vraiment, à l'intérieur de toi. Est-ce que tu as déjà remarqué combien de fois dans une semaine, tu penses à ce que les autres vont penser de toi? Combien de décisions tu prends en fonction du regard extérieur? Combien d'énergie tu consacres à gérer une image plutôt qu'à bâtir une réalité? Ce n'est pas un défaut de caractère, c'est une programmation sociale. On t'a appris très tôt que la valeur vient du regard des autres, les notes à l'école, les félicitations des parents, les likes sur les réseaux. Toute ta vie, on t'a conditionné à chercher la validation extérieure comme preuve de ta valeur. Et désormais, déconstruire ça demande un effort conscient. Cet effort commence par un choix simple mais radical.
Décider que ton travail d'aujourd'hui t'appartient, que tu n'as pas à le justifier, que tu n'as pas à le partager avant qu'il soit prêt, que ta progression n'a pas besoin d'une audience pour être réelle. Les grandes constructions se font dans l'ombre. Les fondations d'un immeuble sont enterrées. Elles ne se voient pas. Et pourtant, c'est elles qui permettent à tout le reste de tenir debout. Tes années de travail silencieux sont tes fondations. Les gens ne les verront pas, mais elles porteront tout ce que tu construiras ensuite. Il y a quelque chose que je t'ai dit au début de ce chapitre, quelque chose que je t'ai promis de t'expliquer pleinement plus tard. Cette idée sur l'attention, sur ce qu'elle représente vraiment, sur ce qu'on en fait et sur pourquoi ceux qui la maîtrisent gagnent toujours. On y reviendra. Et quand on y reviendra, tu comprendras pourquoi tout ce que tu es en train d'apprendre forme un seul système cohérent. Pour l'instant, retiens ceci. La plupart des gens construisent pour être vus. Les rares qui réussissent vraiment construisent pour eux-mêmes d'abord. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Et tu viens d'en poser la première pierre. Si ce premier chapitre t'a plu, abonne-toi à The Millionaire Library et active la cloche de notification pour ne manquer aucun chapitre. Ajoute ce livre audio à ta playlist, tu trouveras le lien en description. Chaque chapitre qui suit va plus loin, et tu ne veux pas manquer ce qui arrive. Chapitre 2. L'art de disparaître pour mieux revenir. Tu connais sûrement quelqu'un comme ça. Un jour, il est partout. Il commente, il poste, il réagit, il partage, puis il disparaît. Quelques mois passent, et quand il revient différent, plus posé, plus solide, avec quelque chose dans les yeux que tu ne lui connaissais pas avant. Ce n'est pas un hasard, c'est une décision. Disparaître, dans le sens où je l'entends ici, ce n'est pas fuir, ce n'est pas abandonner. C'est choisir délibérément de retirer son énergie du bruit du monde pour la rediriger vers ce qui construit vraiment. C'est l'un des actes les plus courageux qu'un jeune ambitieux puisse poser aujourd'hui. Parce que dans une époque où la visibilité est confondue avec le succès, choisir l'invisibilité demande une force mentale que peu de gens possèdent. Pense à l'eau. Elle ne fait pas de bruit quand elle s'infiltre dans la roche, elle ne s'annonce pas, elle ne demande pas la permission. Elle avance, silencieuse, constante, et après des années, elle a creusé des canyons que rien d'autre n'aurait pu tracer. C'est ça, travailler en silence. Pas spectaculaire, pas immédiat, mais d'une puissance absolue sur le long terme. Il y a une distinction fondamentale que peu de gens font entre activité et productivité. L'activité, c'est bouger. La productivité, c'est avancer. On peut passer 12 heures par jour à être actif, répondre à des messages, scroller, assister à des réunions, commenter, réagir, et ne pas avancer d'1 centimètre vers ce qui compte vraiment. La confusion entre les deux est l'un des pièges les plus coûteux de notre époque. Sophia avait 27 ans et travaillait dans le marketing. Elle était connue dans son cercle pour son énergie, toujours disponible, toujours en train de collaborer, toujours présente. Et pourtant, à la fin de chaque semaine, elle ressentait un vide. Ses projets personnels n'avançaient pas, son compte bancaire stagnait, sa créativité s'essoufflait. Elle était épuisée d'une façon qu'elle ne savait pas nommer. Ce n'était pas la fatigue physique, c'était la fatigue de quelqu'un qui donne tout à l'extérieur et ne garde rien pour lui-même. Un jour, elle a pris une décision radicale. Pendant 3 mois, elle a coupé les réseaux sociaux. Elle a réduit ses conversations à l'essentiel, elle a arrêté de partager ses idées avant qu'elles soient mûres. Et elle a canalisé toute cette énergie récupérée dans un seul projet. À la fin de ces 3 mois, elle avait lancé une offre de service qui lui rapportait plus en 1 mois que son salaire en 3. Elle n'avait pas travaillé plus, elle avait travaillé autrement, en se concentrant sur elle-même. Cette histoire n'est pas exceptionnelle, elle est reproductible, parce qu'elle repose sur un principe simple: l'énergie que tu ne donnes pas au monde, tu peux la donner à toi-même. Et ce que tu donnes à toi-même avec constance finit toujours par se transformer en résultat concret. Maintenant, voilà quelque chose d'inconfortable à entendre. Beaucoup de gens utilisent l'agitation sociale comme une fuite, répondre aux messages, suivre les actualités, commenter ce que font les autres. Tout ça crée une illusion de connexion et d'utilité. Mais au fond, c'est souvent une manière d'éviter de se retrouver face à soi-même, face à ses propres ambitions, face à l'inconfort de construire quelque chose depuis zéro. Le bruit extérieur, c'est confortable. Le silence, lui, oblige à penser.
Et penser vraiment, c'est exigeant. Se retrouver face à soi-même, c'est aussi se retrouver face à ses doutes. Et c'est là que la plupart des gens reculent. Ils préfèrent la distraction à la confrontation. Mais c'est précisément dans cette confrontation que se trouve la croissance. Ce que tu évites de regarder en toi, c'est souvent là que se cache ta plus grande force inexploitée. Il y a un exercice simple que je t'invite à essayer. Pendant une semaine, note chaque soir les 3 choses sur lesquelles tu as mis le plus d'énergie dans ta journée. Pas les tâches que tu as accomplies, ton énergie, mentale, émotionnelle, attentionnelle. Où est-elle vraiment allée? Tu seras peut-être surpris de voir combien peu de cette énergie a été dirigée vers tes propres objectifs et combien en a été absorbé par des choses qui ne te rapprochent de rien. L'art de disparaître, c'est l'art de reprendre ce contrôle. Ce n'est pas un repli sur soi permanent, c'est une phase de construction, comme un athlète qui entre en préparation avant une compétition. Il ne disparaît pas du monde pour toujours, il disparaît du bruit pour mieux préparer sa performance. Et quand il revient avec quelque chose que personne ne peut lui enlever, des résultats bâtis dans le silence. Les gens qui reviennent après une période de silence ne reviennent jamais les mains vides. Ils reviennent avec une entreprise lancée, une compétence maîtrisée, une clarté mentale que les autres sentent dès les premières secondes. Et cette clarté attire, elle inspire, elle crée une autorité naturelle qu'aucune communication forcée ne peut produire. Tu n'as pas besoin d'annoncer que tu travailles, les résultats annonceront à ta place. Et quand ce moment viendra, parce qu'il viendra si tu restes constant, personne ne pourra te demander comment tu y es arrivé, parce que tu auras construit quelque chose de réel, brique par brique, dans l'ombre, sans chercher l'approbation de qui que ce soit. Voilà ce que l'art de disparaître t'apprend en réalité. Il t'apprend à te faire confiance, à croire en ton travail avant que le monde ne le valide. C'est l'une des compétences les plus rares et les plus puissantes qu'un être humain puisse développer. Et elle ne s'apprend pas dans un livre ni dans une vidéo, elle s'apprend dans le silence, en faisant, jour après jour, sans témoin. La prochaine fois que tu ressentiras l'envie de partager quelque chose avant qu'il soit prêt, arrête-toi une seconde. Demande-toi honnêtement, est-ce que je partage parce que ça a de la valeur ou est-ce que je partage parce que j'ai besoin qu'on me voie travailler? La réponse à cette question en dira long sur l'endroit où tu en es. Et ce livre est là pour t'aider à aller plus loin. Chapitre 3. Ce que les autres voient ne compte pas. Ce que tu bâtis, si. Il existe une illusion très répandue chez les jeunes ambitieux. Elle est subtile. Elle se déguise en motivation, en inspiration, en désir de partager. Cette illusion, c'est de croire que ta valeur se mesure à ta visibilité, que plus tu es vu, plus tu existes, que plus tu es suivi, plus tu avances. C'est faux. Et cette confusion-là a silencieusement sabordé des centaines de trajectoires prometteuses. La visibilité sans substance, c'est une façade, impressionnante de loin, vide de près. Et les façades ne tiennent pas sur le long terme. Ce qui tient, ce sont les fondations. Et les fondations, par définition, ne se voient pas. Pense à un arbre. Ce que tu vois, le tronc, les branches, les feuilles, c'est le résultat de ce que tu ne vois pas. Les racines. Plus les racines sont profondes, plus l'arbre est solide, plus il peut supporter les tempêtes, plus il peut grandir haut sans tomber. Si tu passes tout ton temps à polir l'apparence de l'arbre, sans jamais nourrir ses racines, il tombera au premier vent fort. C'est exactement ce qui arrive à ceux qui construisent pour être vus, plutôt que pour bâtir vraiment. Karim avait 26 ans. Beau profil LinkedIn, des posts inspirants, un personal branding soigné. Il se présentait comme entrepreneur, alors qu'il n'avait encore rien construit de concret. Il attirait des regards, des connexions, quelques opportunités de visibilité. Mais quand les vraies questions arrivaient, sur ses revenus, ses systèmes, ses résultats réels, il n'avait rien à montrer. L'image existait, la réalité, non. Et cette dissonance finissait toujours par se voir, toujours. Ce n'est pas un jugement sur Karim, c'est un miroir que beaucoup d'entre nous ont besoin de regarder en face à un moment ou un autre. Parce que dans une culture de l'image, il est facile de confondre construire et paraître. Il est facile de passer des heures à optimiser comment on se présente, plutôt que ce qu'on produit réellement.
La vraie question n'est pas « comment est-ce que je veux être perçu ?», la vraie question est « qu'est-ce que je suis en train de construire qui existera encore dans 5 ans ?» Ce que tu bâtis en silence, personne ne peut te l'enlever. Une compétence maîtrisée t'appartient. Un client satisfait parle pour toi. Un système qui génère des revenus fonctionne que tu sois présent sur les réseaux ou non. Ces choses-là ont une réalité tangible. Elles ne dépendent pas de l'algorithme. Elles ne s'effondrent pas si tu arrêtes de poster pendant 1 mois. Elles existent indépendamment du regard extérieur. Et c'est là que réside la vraie liberté. Il y a une chose que les gens qui ont réellement réussi ont en commun, peu importe leur domaine. Ils ont tous eu une période, souvent longue, souvent inconfortable, pendant laquelle ils travaillaient sans reconnaissance. Ils construisaient sans audience, ils progressaient sans validation. Et c'est exactement pendant cette période invisible que tout s'est joué. Pas après, pendant. Warren Buffett lisait 500 pages par jour avant que le monde entier ne connaisse son nom. Les premières années de son parcours étaient silencieuses, studieuses, presque monastiques. Ce n'est pas un détail anecdotique, c'est le cœur de sa méthode. Il construisait ses racines pendant que personne ne regardait. Et quand les résultats ont commencé à apparaître, ils étaient indestructibles, parce qu'ils reposaient sur quelque chose de réel. Est-ce que tu sais combien d'heures tu as investi ces 30 derniers jours dans le développement d'une compétence réelle ? Pas dans la consommation de contenu, pas dans la veille, dans la pratique délibérée, l'effort conscient, la construction de quelque chose qui n'existait pas avant. Prends un moment pour y répondre honnêtement. La réponse te dira exactement où tu en es. Il y a une différence entre consommer et construire. Regarder des vidéos sur l'entrepreneuriat, c'est consommer. Créer ton premier produit, c'est construire. Lire des livres sur l'investissement, c'est consommer. Ouvrir ton premier compte et placer ton premier euro, c'est construire. Suivre des créateurs de contenu inspirants, c'est consommer. Développer ta propre vision et la mettre en mouvement, c'est construire. Les deux ont leur place, mais beaucoup de gens passent 80% de leur temps à consommer et 20% à construire, et ensuite ils se demandent pourquoi leur vie ne change pas. Inverse ce ratio. Passe la majorité de ton temps à construire, même maladroitement, même imparfaitement. Un travail imparfait accompli vaut infiniment plus qu'une idée parfaite qui reste dans ta tête. Il y a aussi quelque chose de profondément libérateur dans le fait de travailler sans chercher la validation immédiate. Quand tu retires le regard des autres de ton équation, tu travailles différemment. Tu prends des risques que tu n'aurais pas pris si tu avais peur d'être jugé. Tu explores des directions que tu aurais évitées par peur de paraître naïf. Tu fais des erreurs sans te sentir diminué par elles. Et ces erreurs, faites dans l'ombre, deviennent des leçons que tu intègres avant même que qui que ce soit ne les voie. Le silence est un laboratoire. C'est là où tu expérimentes, où tu échoues proprement, où tu recommences sans témoin. Et ce laboratoire, si tu l'utilises bien, te permet d'arriver dans le monde avec quelque chose de solide. Pas une promesse, pas une intention, un résultat. Ce que les autres voient de toi à un instant T n'est jamais toute l'histoire. Ce n'est qu'une image partielle, figée, souvent trompeuse. Mais ce que tu bâtis, jour après jour, dans l'intimité de ton travail silencieux, ça, c'est ta vraie histoire. Et cette histoire-là, tu es le seul à l'écrire. Continue à l'écrire, même quand personne ne regarde. Surtout quand personne ne regarde. Chapitre 4. Le coût invisible de l'opinion des autres. Il y a un vol qui se produit chaque jour dans ta vie. Silencieux, invisible. Et tu l'autorises sans t'en rendre compte. Ce vol ne prend pas ton argent. Il prend quelque chose de bien plus précieux. Il prend ton énergie mentale, ta clarté de pensée, ta capacité à décider librement. Et le voleur, dans la grande majorité des cas, c'est l'opinion des autres. Pas leur opinion réelle, leur opinion imaginée. Celle que tu anticipes, celle que tu redoutes, celle que tu passes des heures à essayer de contrôler sans jamais vraiment y parvenir. C'est cette version fantôme du regard extérieur qui coûte le plus cher, parce qu'elle n'existe même pas encore et pourtant elle gouverne déjà tes décisions. Réfléchis à la dernière fois que tu as hésité avant de lancer quelque chose,
avant de prendre une décision importante, avant de changer de direction dans ta vie. Quelle était la vraie raison de cette hésitation? Dans la plupart des cas, si tu creuses honnêtement, tu trouveras quelque part la peur de ce que les autres allaient penser. Peur d'être jugé, peur de paraître prétentieux, peur d'échouer publiquement, peur de sembler différent. Cette peur a un nom en psychologie. On l'appelle la dépendance au regard social. Et elle est profondément ancrée en nous, parce qu'elle a été utile pendant des millénaires. Dans les sociétés primitives, être rejeté par le groupe signifiait mourir. L'approbation sociale était une question de survie. Ton cerveau a gardé ce câblage, mais ton environnement a radicalement changé. Aujourd'hui, être jugé par les autres ne met pas ta vie en danger. Et pourtant, ton cerveau réagit encore comme si c'était le cas. Comprendre ça ne suffit pas à s'en libérer, mais c'est le début. Parce que dès l'instant où tu réalises que cette peur est un mécanisme archaïque et non une vérité absolue, tu peux commencer à la traiter différemment. Tu peux l'observer sans lui obéir. Prends l'exemple de Léa. Elle avait une idée de business depuis 2 ans, solide, bien pensée. Elle connaissait son marché, elle avait les compétences. Mais chaque fois qu'elle s'apprêtait à se lancer, une voix intérieure lui murmurait les mêmes questions. Et si ça ne marche pas? Qu'est-ce que mes anciens collègues vont penser? Et si les gens trouvent que je me suis surestimé? Ces questions n'étaient pas des analyses rationnelles du risque, c'était de la dépendance au regard social déguisée en prudence. Et pendant 2 ans, cette dépendance lui a coûté 2 ans. Le jour où elle a décidé de lancer sans annoncer, sans demander l'avis de son entourage, sans attendre que tout soit parfait pour éviter les critiques, ce jour-là, tout a commencé à bouger. Pas parce que les conditions avaient changé, parce qu'elle avait retiré le regard des autres de son processus de décision. Il y a une règle simple que les gens qui avancent vite ont intégrée. Avant de prendre une décision importante, ils se posent une seule question. Est-ce que cette décision me rapproche de ce que je veux construire? Pas « est-ce que cette décision sera bien perçue? Pas « est-ce que les gens vont comprendre? Juste « est-ce que ça m'avance? » Si la réponse est oui, ils avancent. La clarté de ce filtre est redoutable. Il faut aussi parler d'un phénomène que j'appelle la dispersion par les conseils. Beaucoup de jeunes ambitieux ont le réflexe de consulter leur entourage avant chaque décision un peu importante. Famille, amis, collègues, et cet entourage, même avec les meilleures intentions du monde, apporte souvent plus de confusion que de clarté. Parce que chaque personne te répond depuis sa propre peur, sa propre expérience, ses propres limites. Ton oncle qui n'a jamais entrepris te dira que c'est risqué. Ton ami qui n'a jamais investi te dira que c'est incertain. Ton collègue qui n'a jamais changé de vie te dira d'attendre le bon moment. Ces gens ne sont pas malveillants, ils sont humains, mais leurs limites ne sont pas les tiennes. Et si tu te nourris trop longtemps de leurs perspectives, tu finiras par adopter leurs plafonds sans jamais les avoir choisis. Cela ne veut pas dire rejeter tout conseil, cela veut dire être sélectif. Prends conseil auprès de gens qui ont fait ce que tu veux faire, qui ont traversé ce que tu traverses, qui ont les résultats que tu vises. Tout le reste est du bruit, aussi bien intentionné soit-il. Voilà quelque chose de difficile à accepter, mais absolument nécessaire à intégrer. La plupart des gens qui commentent ta vie ne la vivent pas. Ils n'assument pas tes risques, ils ne récoltent pas tes échecs, et ils ne récoltent pas non plus tes succès. Tu es le seul à porter les conséquences de tes choix. Alors tu es le seul qui devrait être l'auteur principal. Se libérer de l'opinion des autres ne se fait pas en un jour. C'est un entraînement, comme un muscle. Chaque fois que tu prends une décision alignée avec ta vision malgré la peur du jugement, tu renforces ce muscle. Chaque fois que tu avances sans demander la permission, tu te reprogrammes. Et progressivement, quelque chose change dans ta manière d'habiter ta propre vie. Tu commences à te sentir moins dépendant du monde extérieur pour valider ce que tu es et ce que tu fais. C'est une des libertés les plus profondes qu'un être humain puisse expérimenter. Pas la liberté financière, la liberté intérieure, celle qui précède toutes les autres, celle sans laquelle aucune réussite extérieure ne suffit vraiment. Et c'est cette liberté-là que ce livre te demande de commencer à construire. Pas demain, aujourd'hui, dans tes prochaines décisions, dans ta prochaine hésitation, dans le moment où tu t'apprêtes à te censurer par peur d'être jugé.
Si ce livre audio résonne en toi, abonne-toi à The Millionaire Library maintenant. Like cette vidéo, ça aide vraiment la chaîne à grandir, et suis la playlist complète en description pour ne manquer aucun chapitre. La suite change tout. Chapitre 5. La discipline silencieuse. Ce que personne ne voit, mais tout le monde ressent. Il y a une chose que les gens admirent chez certaines personnes sans pouvoir l'expliquer. Une présence, une solidité. Quelque chose dans la façon dont ils parlent, dont ils se tiennent, dont ils prennent des décisions. On dit souvent de ces personnes qu'elles ont du charisme. Mais ce n'est pas tout à fait ça. Ce que tu ressens en leur présence, c'est le résultat d'une discipline invisible, des centaines, parfois des milliers d'heures de travail silencieux qui ont sculpté quelqu'un de l'intérieur vers l'extérieur. La discipline ne se voit pas, elle se ressent, et c'est précisément pour ça qu'elle est si puissante. On parle beaucoup de motivation dans le monde du développement personnel. Se motiver, rester motivé, retrouver sa motivation. Mais la motivation est une émotion. Et les émotions sont instables par nature. Elles montent, elles descendent, elles disparaissent au mauvais moment. Construire sa vie sur la motivation, c'est construire sur du sable. La discipline, elle, est une structure. Elle ne dépend pas de comment tu te sens ce matin. Elle ne négocie pas avec ta fatigue. Elle ne prend pas de congé quand tu as moins envie. La discipline silencieuse, c'est ce que tu fais quand personne ne regarde. C'est te lever et travailler sur ton projet alors que tu pourrais rester au lit. C'est refuser une soirée qui ne t'apporte rien pour avancer sur ce qui compte. C'est choisir, encore et encore, la version de toi qui construit plutôt que la version qui consomme. Ces choix-là ne sont jamais spectaculaires. Ils ne méritent pas de posts. Ils ne génèrent pas de likes. Et pourtant, ce sont eux qui déterminent absolument tout. Pense à deux personnes qui partent du même point. Même ressources, même intelligence, même environnement. La seule différence entre elles, c'est ce qu'elles font de leurs heures libres sur une période de 2 ans. L'une utilise ce temps pour se divertir, se disperser, consommer. L'autre utilise ce même temps pour développer une compétence, construire un projet, progresser méthodiquement. Au bout de 2 ans, ces deux personnes ne vivent plus dans le même monde. Pas parce que la vie a été injuste avec l'une d'elles, parce que la discipline silencieuse crée un écart composé. Comme les intérêts composés en finance, chaque effort quotidien génère un rendement qui s'accumule sur le suivant. Thomas avait un travail alimentaire qu'il n'aimait pas. Il rentrait chez lui fatigué chaque soir. Il aurait eu toutes les raisons légitimes de ne rien faire après ses journées de travail. Mais pendant 18 mois, il a consacré 1 heure par soir, juste 1 heure, à apprendre la création de contenu vidéo. Pas 2 heures, pas 3, une seule, silencieusement, sans en parler autour de lui, sans documenter le processus. Au bout de 18 mois, il avait une compétence réelle, un portfolio solide et il a quitté son travail alimentaire pour facturer ses services au triple de son ancien salaire. 1 heure par jour pendant 18 mois, c'est tout ce qu'il a fallu. Ce qui rend cette histoire remarquable, ce n'est pas le talent de Thomas, c'est sa constance silencieuse, sa capacité à honorer un engagement envers lui-même jour après jour, sans audience, sans validation extérieure, sans garantie de résultat. C'est ça la discipline silencieuse dans sa forme la plus pure. Maintenant, voilà une vérité que peu de gens veulent entendre. La discipline n'est pas naturelle. Personne ne se réveille un matin avec une discipline parfaite installée en lui. C'est une capacité qui se construit. Et elle se construit exactement comme un muscle, par l'effort répété, par la résistance volontaire à la facilité, par le choix conscient de l'inconfort productif plutôt que du confort stérile. Et comme tout muscle, elle se développe graduellement. Tu ne commences pas par soulever 200 kilos. Tu commences par ce que tu peux porter aujourd'hui. Peut-être que pour toi, aujourd'hui, la discipline silencieuse, c'est 30 minutes de travail profond chaque matin avant d'ouvrir ton téléphone. C'est suffisant pour commencer. Ce petit engagement tenu chaque jour vaut 1000 grandes résolutions abandonnées après une semaine. Il y a quelque chose d'intéressant que la neuroscience confirme. Chaque fois que tu résistes à une distraction et que tu choisis de travailler à la place, tu renforces les connexions neuronales associées à l'autodiscipline. Ton cerveau s'adapte littéralement à ce que tu répètes. Si tu répètes la distraction, tu renforces la distraction. Si tu répètes la concentration, tu renforces la concentration. Tu es en train de te reprogrammer à chaque choix que tu fais. La question est de savoir dans quelle direction tu veux que cette reprogrammation aille.
Voilà ce que les gens disciplinés savent et que les autres n'ignorent. L'effort devient moins difficile avec le temps, pas parce qu'il devient plus facile objectivement, mais parce que ton seuil de tolérance à l'effort augmente. Ce qui te semblait insurmontable il y a un an te semble ordinaire aujourd'hui, et ce qui te semble difficile aujourd'hui deviendra ta norme dans un an. C'est le paradoxe magnifique de la discipline. Plus tu la pratiques, moins elle te coûte. Les gens autour de toi vont sentir quelque chose changer en toi, avant même de comprendre ce que c'est. Ils vont percevoir une stabilité nouvelle, une clarté dans tes réponses, une façon de ne pas te laisser déstabiliser. Ils ne sauront pas nommer ce qu'ils ressentent, mais ce qu'ils ressentent, c'est le fruit de tout ce que tu construis en silence. La discipline silencieuse ne crie pas, elle rayonne. Et un jour, sans que tu aies besoin de l'annoncer, sans que tu aies besoin de te justifier, les résultats parleront d'eux-mêmes. Pas parce que tu as eu de la chance, parce que pendant que les autres cherchaient de la motivation, tu construisais de la discipline. Et la discipline, contrairement à la motivation, ne t'abandonne jamais au mauvais moment. Chapitre 6. Protéger son énergie comme on protège son argent. Il y a une erreur que presque tout le monde fait au début de sa vie d'adulte. On apprend très tôt à gérer son argent, ou du moins on sait que c'est important, on fait attention à ses dépenses, on essaie d'économiser, on évite le gaspillage financier. Mais personne ne t'apprend à gérer ton énergie avec le même sérieux. Et pourtant, ton énergie est bien plus précieuse que ton argent, parce que l'argent perdu peut se regagner. L'énergie mal dépensée, elle, ne revient jamais. Chaque journée commence avec un capital énergétique limité, mental, émotionnel, physique. Ce capital se dépense à chaque interaction, chaque décision, chaque pensée que tu entretiens. Et comme un compte bancaire, si tu dépenses plus que tu ne recharges, tu arrives à zéro. Sauf qu'à zéro énergétique, ce ne sont pas les créanciers qui appellent, c'est l'épuisement, la confusion, l'irritabilité, l'incapacité à produire quoi que ce soit de valeur. La gestion de l'énergie commence par une prise de conscience simple mais radicale. Tout dans ta vie te prend de l'énergie ou t'en donne. Les personnes, les environnements, les habitudes, les pensées, les conversations. Tout. Et la majorité des gens vivent sans jamais avoir fait cet audit. Ils subissent leurs déperditions énergétiques sans les identifier, sans les questionner, sans décider consciemment ce qui mérite leur énergie et ce qui ne le mérite pas. Commence par les personnes. Il y a dans ta vie des gens qui, après une heure passée avec eux, te laissent plus léger, plus clair, plus inspiré. Et il y en a d'autres qui, après 30 minutes, te laissent vider sans que tu comprennes pourquoi. Ces derniers ne sont pas nécessairement de mauvaises personnes, mais ils sont des dépenses énergétiques nettes pour toi. Et si tu veux construire quelque chose d'important, tu ne peux pas te permettre de laisser ton énergie s'écouler dans des relations qui ne te nourrissent pas. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la gestion. Un investisseur sérieux n'investit pas dans des actifs qui lui coûtent plus qu'ils ne lui rapportent. Il analyse, il décide, il réallouit. Applique ce même raisonnement à ton entourage, pas pour couper les ponts brutalement, mais pour être conscient de ce que chaque relation te coûte réellement. Yann avait un groupe d'amis d'enfance, des gens bien, sincères, mais enfermés dans une mentalité de plainte permanente. Chaque repas tournait autour des mêmes conversations, ce qui allait mal, ce qui était injuste, ce qui était impossible. Yann rentrait chez lui après ses soirées avec un poids qu'il ne savait pas nommer. Il mettait plus de temps à se remettre au travail, il doutait davantage de ses projets, il mettait plusieurs jours à retrouver son élan. Il ne faisait pas le lien. Jusqu'au jour où il a commencé à réduire ses interactions, progressivement, sans drame, et il a réalisé que sa semaine productive s'allongeait naturellement, que ses matins étaient plus clairs, que ses décisions étaient plus nettes. L'environnement humain dans lequel tu évolues n'est pas un détail, c'est un paramètre fondamental de ta performance. Parlons maintenant des dépenses énergétiques invisibles, celles que tu ne vois pas parce qu'elles font partie de ton quotidien depuis si longtemps qu'elles semblent normales. Les conflits non résolus qui tournent en boucle dans ta tête, les décisions que tu remets à plus tard et qui occupent un espace mental silencieux mais constant, les engagements que tu as pris sans vraiment les vouloir et que tu traînes comme un poids, les situations ambiguës que tu n'as jamais clarifiées parce que la clarification te semblait inconfortable. Chacune de ces choses consomme de l'énergie en arrière-plan, comme des applications ouvertes sur un téléphone. Même si tu ne les utilises pas activement, elles vident la batterie. Et la solution n'est pas de trouver une batterie plus grande, la solution est de fermer ce qui ne devrait plus être ouvert.
Résoudre une conversation difficile que tu remets depuis des semaines va te coûter 2 heures d'inconfort, mais elle va libérer une énergie mentale que cette situation bloquait depuis des semaines. Ce calcul est toujours rentable, toujours. L'inconfort ponctuel de la clarification vaut infiniment mieux que la déperdition chronique de l'ambiguïté. Il y a aussi la question du corps. Beaucoup de jeunes ambitieux traitent leur corps comme un outil secondaire. Ils dorment peu, mangent mal, ne bougent pas assez et se demandent pourquoi leur concentration fluctue et pourquoi leur créativité s'essouffle. Le cerveau est un organe physique. Sa performance dépend directement de l'état du corps qui le porte. Le sommeil n'est pas une perte de temps, c'est le moment où ton cerveau consolide les apprentissages, régule les émotions, restaure ta capacité décisionnelle. Sacrifier le sommeil pour travailler plus, c'est retirer de l'argent d'un compte qui finance ta performance. Tu peux le faire quelques jours, sur le long terme, tu t'appauvris. Protéger son énergie, c'est aussi savoir dire non, pas avec agressivité, avec clarté. Chaque oui que tu donnes à quelque chose qui ne t'aligne pas est un non implicite à quelque chose qui t'aligne. Ton temps et ton énergie sont finis. Chaque engagement que tu prends ferme une porte à un autre engagement. Les gens qui avancent vite ont tous développé une capacité à décliner sans se justifier, sans culpabiliser, sans surexpliquer. Un non clair et respectueux vaut mieux qu'un oui mou qui te coûte des semaines d'énergie. Commence aujourd'hui cet audit. Prends une feuille, sur à côté note ce qui te recharge, les activités, les personnes, les environnements qui te laissent plus plein qu'avant, sur l'autre note ce qui te vide. Et regarde honnêtement comment tu répartis ton temps entre ces deux colonnes. Ce que tu verras te donnera plus d'informations sur pourquoi ta vie avance ou stagne qu'en quelque autre analyse. Ton énergie est le carburant de tout ce que tu veux construire. Traite-la comme la ressource la plus précieuse que tu possèdes, parce que c'est exactement ce qu'elle est. Chapitre 7. Le jour où tu te choisiras. Conclusion. Il y a une question que je t'ai posée sans te la poser depuis le début de ce livre. Elle a traversé chaque chapitre, chaque histoire, chaque idée développée ici. Et maintenant que nous sommes à la fin, je vais te la poser directement. Est-ce que tu es en train de construire ta vie, ou est-ce que tu es en train de la subir? Ce n'est pas une question rhétorique, c'est la question centrale. Celle qui sépare ceux qui avancent de ceux qui attendent, celle qui distingue une existence choisie d'une existence subie. Et la réponse honnête à cette question est le point de départ de tout ce qui peut changer. Tout au long de ce livre, on a parlé de silence, de discipline, d'énergie, de regard extérieur, de construction invisible. Mais en réalité, tous ces sujets tournent autour d'une seule et même idée. Se choisir toi, avant le regard des autres, se choisir toi, avant le confort de la distraction, se choisir toi, avant la validation que le monde pourrait t'offrir ou te refuser. Ce choix semble simple formulé ainsi, mais dans la pratique, il est l'un des plus difficiles qu'un être humain puisse faire, parce qu'il demande de renoncer à quelque chose. Il demande de renoncer à la facilité de laisser les autres décider à ta place, de renoncer au confort de la médiocrité tiède qui ne prend pas de risques, de renoncer à l'excuse permanente que les circonstances n'étaient pas favorables. Rappelle-toi l'image du début, cet homme silencieux que tout le monde avait cessé de regarder et qui est réapparu des années plus tard avec une vie construite de ses propres mains. Tu te souviens de la question que j'avais ouverte, cette vérité sur l'attention que je t'avais promise de révéler. La voici. L'attention est le seul endroit où ta vie prend réellement forme. Pas dans tes intentions, pas dans tes rêves, dans ce que tu choisis de regarder, de nourrir, de poursuivre avec constance. Ta vie devient ce à quoi tu prêtes attention. Si tu prêtes attention au regard des autres, ta vie se construit autour de leur approbation. Si tu prêtes attention à ce que les autres font, ta vie se construit dans la comparaison. Mais si tu prêtes attention à toi-même, à ta vision, à ton travail, à ta progression, ta vie se construit autour de toi. Et c'est une vie que personne d'autre ne peut te prendre. C'est la boucle ouverte au chapitre 1, et elle se ferme ici simplement avec cette vérité. Maîtriser son attention, c'est maîtriser sa vie. Les grandes transformations ne commencent jamais par des conditions parfaites. Elles commencent par une décision prise dans des conditions imparfaites. Tu n'as pas besoin d'avoir tout résolu pour commencer. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avancer.
Tu as besoin d'une seule chose, décider que ta vie t'appartient et commencer à la traiter comme telle dès aujourd'hui. Pense à tout ce que tu as traversé dans ces pages. Le silence comme stratégie, l'art de disparaître pour mieux revenir, la différence entre ce que les autres voient et ce que tu bâtis vraiment, le coût invisible de l'opinion des autres, la gestion de l'énergie comme fondation de toute performance durable. Ces 6 chapitres ne sont pas des concepts isolés, ils forment un système de vie, une façon d'habiter son existence avec intention, avec clarté, avec une dignité tranquille. Et ce système a une caractéristique importante. Il n'est pas réservé à une élite, il n'exige pas de conditions particulières, il n'a pas besoin d'un capital de départ, d'un réseau extraordinaire ou d'une intelligence hors norme. Il exige quelque chose de beaucoup plus rare et beaucoup plus accessible à la fois, la décision de se prendre au sérieux, la décision de traiter ta propre vie comme ton projet le plus important. Il y a des gens en ce moment même, dans des circonstances bien plus difficiles que les tiennes, qui construisent dans le silence des choses remarquables. Pas parce qu'ils ont eu de la chance, parce qu'ils ont décidé, parce qu'ils ont choisi de concentrer leur énergie sur eux-mêmes plutôt que de la disperser sur le monde. Parce qu'ils ont compris que personne ne viendra construire leur vie à leur place. Cette responsabilité peut sembler lourde au premier abord, mais elle est en réalité une libération, parce qu'elle signifie que tu n'es pas à la merci des circonstances, que tu n'es pas prisonnier de ton passé, que ton point de départ ne détermine pas ton point d'arrivée. Tu es l'auteur, et chaque jour est une nouvelle page. La vraie réussite ne ressemble pas à ce qu'on voit sur les réseaux. Elle ne se mesure pas en abonnés, en voitures, en apparence. Elle se mesure en alignement, en cohérence entre ce que tu veux profondément et ce que tu fais concrètement. Elle se mesure dans la façon dont tu te regardes le matin dans le miroir, dans la tranquillité que tu ressens quand tu poses la tête sur l'oreiller le soir, dans la certitude tranquille de quelqu'un qui sait qu'il construit quelque chose de réel. C'est cette réussite-là que ce livre t'invite à poursuivre, pas la plus bruyante, la plus solide. Laisse-moi te poser une question importante, et j'aimerais vraiment que tu y réfléchisses avant de répondre. Si tu retirais complètement le regard des autres de ta vie, les opinions, les validations, les jugements, les comparaisons, est-ce que tu ferais les mêmes choix que ceux que tu fais aujourd'hui? Est-ce que tu poursuivrais les mêmes objectifs de la même manière, avec la même intensité? Ou est-ce que quelque chose changerait fondamentalement? Dis-moi dans les commentaires ce que cette question réveille en toi, parce que ta réponse dit tout sur l'endroit où tu en es et sur l'endroit où tu pourrais aller. Merci d'avoir écouté ce livre audio de Terry de Millionaire Library. N'oubliez pas de vous abonner pour continuer à enrichir vos connaissances et vos compétences. Chapitre bonus. Ce que les millionnaires silencieux ne diront jamais en public. Ce chapitre n'était pas prévu, et c'est exactement pour ça qu'il existe. Ce que tu vas lire ici ne circule pas dans les livres de développement personnel classiques. Pas parce que c'est secret, mais parce que ça demande une maturité que beaucoup de gens n'ont pas encore développée au moment où ils cherchent des réponses. Maintenant que tu as traversé les 7 chapitres précédents, tu es prêt à entendre ça. Les gens qui ont construit une vraie richesse, pas une richesse de façade, pas une richesse de contenu, ont tous quelque chose en commun que personne ne mentionne jamais dans les interviews. Ils ont tous traversé une période où ils ont délibérément choisi d'être incompris. Pas par accident, par stratégie. Être incompris est inconfortable. L'instinct humain cherche à se faire comprendre, à être validé, à être approuvé. Mais il y a une vérité que peu de gens acceptent vraiment. Quand tu construis quelque chose de différent, quand tu penses différemment, quand tu fais des choix que ton entourage ne peut pas encore voir, tu seras forcément incompris pendant un temps. C'est inévitable. Et la façon dont tu gères cet inconfort détermine tout. Ceux qui résistent à l'incompréhension, qui continuent malgré le silence des autres ou leur regard sceptique, qui restent fidèles à leur vision même quand elle n'est pas encore visible, ceux-là finissent par construire des choses que le monde finit par comprendre rétrospectivement. Et le monde dit alors qu'ils avaient du génie. Mais ce n'était pas du génie. C'était de la persévérance silencieuse face à l'incompréhension. Steve Jobs a été renvoyé de sa propre entreprise. Pas par des ennemis, par des gens qui ne comprenaient pas ce qu'il construisait. Il aurait pu s'effondrer sous le poids de cette humiliation publique. Il aurait pu chercher l'approbation, se conformer, adoucir sa vision pour qu'elle soit plus acceptable.
Il a fait le contraire. Il est parti construire en silence. Et il est revenu avec quelque chose que le monde entier a fini par tenir dans sa poche. L'incompréhension n'est pas un signal que tu as tort, c'est souvent un signal que tu es en avance. Il y a une deuxième chose que les millionnaires silencieux ne disent jamais en public. Ils ont appris à vivre avec l'incertitude sans en avoir peur, pas à l'ignorer, pas à faire semblant qu'elle n'existe pas, à la traverser des yeux ouverts en continuant d'avancer malgré elle. La plupart des gens attendent la certitude avant d'agir. Ils veulent savoir que ça va marcher avant de commencer. Ils veulent une garantie avant d'investir leur énergie. Et cette attente les paralyse indéfiniment, parce que la certitude absolue n'existe pas. Elle n'a jamais existé et elle n'existera jamais. Les gens qui construisent des choses remarquables n'ont pas moins peur. Ils ont simplement développé une relation différente avec la peur. Ils ont compris que l'inconfort de l'incertitude est le prix d'entrée de toute construction sérieuse, que ce prix est non négociable et qu'il vaut largement ce qu'il promet de l'autre côté. Voici quelque chose de très concret que ces personnes font différemment. Quand elles font face à une décision incertaine, elles ne se demandent pas comment éliminer le risque. Elles se demandent si elles peuvent vivre avec la pire version du résultat. Si la réponse est oui, elles avancent. Cette simple question transforme la paralysie en mouvement. Elle ne supprime pas la peur, elle la rend traversable. Il y a une troisième vérité rarement dite. La richesse, sous toutes ses formes, financière, relationnelle, intellectuelle, est une conséquence, jamais un objectif en soi. Les gens qui courent après l'argent directement le trouvent souvent insatisfaisant même quand ils l'atteignent, parce qu'ils ont construit autour d'un symbole plutôt qu'autour d'une substance. Les gens qui construisent quelque chose de réel, une compétence, une entreprise, un impact, une vision, et qui s'y consacrent avec discipline et intégrité, trouvent que la richesse arrive comme un sous-produit naturel de cette construction. Pas toujours rapidement, pas toujours de la façon attendue, mais elle arrive, parce qu'une valeur réelle crée toujours une récompense réelle tôt ou tard. Ce renversement de perspective change tout. Il te libère de l'obsession du résultat immédiat. Il te permet de t'investir pleinement dans le processus sans te consumer dans l'attente. Et paradoxalement, c'est cette capacité à te détacher du résultat immédiat qui accélère son arrivée. La dernière chose que je veux te laisser dans ce chapitre bonus est peut-être la plus simple, et les choses simples sont souvent les plus difficiles à vraiment intégrer. Tu es ton investissement le plus important. Pas une action, pas un bien immobilier, pas une entreprise. Toi, ton corps, ton esprit, ta clarté, ta capacité à penser, à créer, à décider, chaque euro investi dans ta santé, dans ta formation, dans ta croissance intérieure, dans ta capacité à rester calme sous pression, chaque euro investi là te rapporte plus que n'importe quel autre actif, parce que tous tes autres investissements passent par toi. Si tu te dégrades, ils se dégradent. Si tu te développes, ils se développent. Traite-toi comme un actif premium, pas d'arrogance, avec soin, avec rigueur, avec la même attention qu'un grand investisseur apporte à son portefeuille le plus précieux. Ce livre se termine ici, mais ce qu'il a mis en mouvement en toi, lui, ne fait que commencer. Continue à construire, en silence, avec constance, sans chercher la permission de qui que ce soit. Merci d'avoir écouté ce livre audio. N'oubliez pas de vous abonner pour continuer à enrichir vos connaissances et vos capacités.